Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4 qui tire à sa fin d'ailleurs, là, on passe du milestone du centième la semaine passée là, vers le futur milestone qui s'en vient. Là, je pense que c'est dans la dernière de juin, si ma mémoire est bonne, là, qu'on va fêter le quatrième anniversaire du podcast. Donc ça va bon train. On vous fait aujourd'hui un format beaucoup plus normal que par rapport à celui de la semaine passée là, avec deux segments. Donc on vous fait un dans vos poches, qui est un petit peu un instant économie, là, on doit le dire. Mais vous allez voir, assez intéressant et on en avait déjà parlé dans le passé, mais je pense que c'est extrêmement d'actualité. Ouais, c'est un bon Euh, suivi sur ce qu'on avait déjà parlé en début d'année, là. Absolument. Et on termine avec un place au débat sur quelque chose, là, un fait ou une situation qui est arrivée cette semaine, une sortie publique. Et encore une fois, je fais un spoiler. Là, vous allez le voir super. Probablement que vous savez déjà de quoi on va parler, mais ça va être assez intéressant en deuxième partie également. Donc, pour entamer toute chose, et aujourd'hui, on doit le dire, là, peut-être un peu moins important qu'à l'habitude là, avec les deux segments qu'on fait, mais Gab, le disclaimer reste quand même un élément fort de ta contribution au Ouais, podcast, ou du moins à l'introduction du podcast. merci. Bah, du coup, oublions pas de tout ce qu'on parle dans le podcast. Vous le savez, chers auditeurs, ça fait 101e fois que je le répète. Pour le coup, c'est vrai. Absolument. Tout ce qu'on parle, évidemment, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il s'agit pas d'une recommandation de placement ou pour faire telle ou telle chose. On invite à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé, en fait, à vous émettre les dites recommandations. Afin de vous suggérer en fait les meilleures alternatives disponibles à votre profil de placement. J'en profite déjà pour vous remercier en tout cas pour, vous le savez, vos très bonnes écoutes en tout cas sur le centième épisode. Merci beaucoup. En plus ça fait chaud au cœur parce que c'est un épisode qui nous tenait pour le coup vraiment à cœur. Hein. C'est comme Absolument. quoi il nous tenait à cœur et puis c'était cool aussi d'avoir aussi un invité. Vous le savez, moi j'adore ça. Plus on est fou, plus on rit. Puis j'ai trouvé ça je trouvais que c'était une belle expérience en tout cas d'avoir encore Thomas, mais bon, vous le savez, on vous fait du spoiler, mais il y aura probablement d'autres invités le temps avançant. Mais on trouvait ça important d'avoir Thomas, étant donné que bon, c'est notre invité régulier dans le podcast, donc ça nous fait plaisir en tout cas de l'avoir. Mais ouais, très satisfait, puis sachez qu'on est évidemment toujours très à l'écoute de vos commentaires, etc., de vos suggestions. Ça nous fait très plaisir de vous écouter, de vous écrire moi, et de vous lire. Je veux dire, c'est vraiment une activité qu'on adore faire. On l'a déjà dit, on a déjà fait en fait un résumé la semaine passée de ce qu'on adorait, mais tu vois, vraiment, je trouve que c'est un moment que j'adore de ma semaine, en tout cas de faire le podcast. Et je pense qu'on est prêt du coup, JP, si tu le veux, à lancer le jingle. Absolument. Donc, commençons en force avec le premier segment, le dans vos poches. C'est parti. Parfait. Donc, premier sujet. On pouvait pas vraiment passer à côté. Là. C'est une rhétorique je pense qu'on on en parle tout le temps. On a fait un peu, autant un segment là-dessus, je pense, dans la saison 2, autant on en parle à chaque fois qu'on présente un petit peu le contexte économique ou faire un petit retour sur une vue générale de l'économie ou des marchés. Mais il faut qu'on parle un petit peu du marché immobilier. Je trouve ça intéressant. Là, je pense que c'était la semaine passée d'ailleurs. Gab, je t'avais même pas écrit, mais je voulais t'écrire. Là, la Banque centrale canadienne a encore augmenté le taux directeur. Là, c'est rendu que la Banque centrale canadienne est étonnamment avant-gardiste au niveau de ses augmentations de taux par rapport à la Fed. Je ne vais pas continuer, vous savez. Là, j'enterre Powell et la Fed depuis maintenant près d'un an sur leur traitement. Donc de savoir que c'est la Banque centrale canadienne qui lead the way, comme on dit en anglais, pour les augmentations de taux, c'est un peu inquiétant, mais ça amène aussi là, toujours un débat constant à savoir, ben, soudainement, à l'intérieur de quelques mois, on se retrouve avec un taux directeur, au Canada du moins, qui est 1% au-delà de ce qu'il était durant la majeure partie de la pandémie, et donc, en contrepartie, des taux d'intérêt pour, entre autres, l'immobilier ou les prêts hypothécaires, sont drastiquement plus élevés. Et on sait qu'on était dans un contexte où les ventes et les transactions immobilières étaient en hausse. C'était du feu mois sur mois, d'une année à l'autre depuis 2020 jusqu'à maintenant. Ça n'arrêtait pas. Et on voit que là, le frein à main est bien enclenché et on se retrouve avec une situation là, qui est un petit peu inquiétante parce que le contexte économique peut nous amener à avoir des doutes sur qu'est-ce qui va se passer avec la valeur justement des propriétés et un peu avec ce qui s'est passé en 2008-2009. Il y a plusieurs autres éléments qui peuvent mettre l'économie à risque et la situation globale financière à risque que le contexte du marché immobilier cette fois-ci. C'est pas le marché immobilier n'est pas au cœur de tout ce qui se passe, mais ça reste que ce qui se produit, l'accélération des hausses de taux, vient entraîner vraiment un débalancement
évident qui devrait s'en venir entre l'offre et la demande. Et si cette offre et la demande-là, c'est des bons vieux cours d'économie 101, là, on retourne en macro ou en micro, là, mais globalement, l'offre et la demande, si ça se débalance à un certain point à cause de ces hausses de taux-là, ben, on se retrouve encore une fois avec des valeurs de propriété qui vont baisser. Et qui dit valeurs de propriété qui vont baisser, ben c'est un actif, même si la majorité sont hypothéqués, qui va perdre la valeur et qui va être problématique. Si des personnes ont besoin de cette liquidité-là et de revendre à côté, ben, ils n'auront plus d'opportunités peut-être. Et pour les personnes qui ont acheté plus récemment, vont peut-être avoir perdu de l'argent par rapport à leur valeur de revente à cause de ça. Et c'est là où on se retrouve dans un contexte qui peut s'apparenter à ce qui s'est passé en 2008-2009, à des problèmes de liquidité, ça c'est bien évident. Et c'est un petit peu le point d'inquiétude présentement. La hausse des taux directeurs, on l'a vu au niveau des acheteurs, là, la partie de la demande au niveau des propriétés a baissé. Il y a beaucoup moins de personnes qui veulent commencer à s'embarquer dans des projets, sachant, un, que les prix des maisons sont encore super élevés présentement. Là, il n'y a pas eu un revirement de situation drastique. Sachant que, ben, est-ce que j'ai le goût de signer un prêt hypothécaire maintenant où je vais payer clairement plus parce que ça fait 2 mois et que la Banque centrale canadienne, par exemple, a augmenté les taux, ça m'intéresse peut-être pas en tant qu'acheteur. Et en plus de ça, ben, si ma mise de fonds est en partie encore investie, ben, c'est dans le rouge depuis le début de l'année. Donc, il y a plusieurs incitatifs qui font en sorte que côté demande, ça va pas très bien et ça baisse. Parfait. Côté offre, on garde un peu la même disparité. L'offre reste encore plus élevée que la demande parce que ben, il y a encore des personnes qui ont des maisons listées, qui veulent vendre, c'est pas un problème. C'est la même logique qu'on a depuis les dernières années et c'est correct comme ça. Par contre, si le taux directeur continue à augmenter et continue à surpasser même les attentes qu'on a pour la fin 2022, ben si soudainement on a soit même une espèce d'équilibre qui se crée, ben c'est une débalance par rapport à la situation normale et cette débalance-là peut encore une fois faire tout retourner la situation, tout retourner la valorisation des propriétés et c'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est vraiment de dire ok, notez-le bien. On sait qu'on a une économie qui réagit peut-être pas aussi bien qu'on le désirait aux hausses des taux directeurs. Ça augmente vite, des coups de 0,5, moi ça me fait peur à chaque fois, surtout quand c'est successif, entre autres au Canada. Et c'est de voir, ben, on s'en va inévitablement vers, ben, on va aller très haut au niveau des hausses et potentiellement justement rétablir ou modifier l'ordre de puissance entre l'offre et la demande dans le marché immobilier et peut-être faire clasher les prix un petit peu comme on l'a vécu. Et ça va être un autre vecteur de problématique par rapport à ce qu'on connaît avec les enjeux de commodité et tout, qui, encore une fois, est un autre épée de Damoclès sur l'économie mondiale. Ouais, bah, j'aime bien l'approche que t'as adoptée, JP, en tout cas dans ta réflexion, c'est beau. Et je te dirais, je dois C'est un peu une tirade Ouais, j'ai trop. économique. En tant que propriétaire assis présentement chez moi, j'avoue que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et Ouais, pour nos auditeurs qui sont également propriétaires, je parle en votre nom. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez rajouter sur mon élan de passion. ouais, mais Présentement. je partage exactement ce que tu viens de dire. Je dois t'avouer, moi je voyais, parce que c'est assez drôle quand tu m'as envoyé les idées de sujet, c'est quelque chose que actuellement je suis en train de travailler, je te dirais, en long et en large au travail, là, pour pas faire évidemment de spoiler alerte, là, mais c'est vrai que ce qui est inquiétant dans la situation de l'immobilier, c'est qu'on a assisté en fait à ces dernières années en fait ce qu'on pourrait apparenter une bulle en fait, une bulle immobilière qui est basée en fait sur une hausse des prix qui est pas basée sur des fondamentaux, hein. On sait que étrangement l'immobilier s'est comporté en fait de manière contracyclique à l'économie, chose qui n'était pas vraiment le cas par le passé. Souvent les prix de l'immobilier ils suivaient en fait les tendances par exemple de la croissance du PIB. On le sait par exemple en 2008 ils ont baissé comme le PIB a baissé. Ça a été un des effets. Bon, alors tu vas me dire c'était la cause de la baisse du PIB, effectivement, mais il y a plein de souvent c'est l'effet contre-cyclique que tu vas chercher avec l'immobilier résidentiel, et je tiens bien sur le résidentiel, et pas aussi évident qu'il ne le paraît, hein. Souvent, il y a quand même une corrélation qui est assez élevée, plus qu'il ne paraît. Alors que parfois d'autres classes d'immobilier, comme par exemple l'immobilier industriel ou l'immobilier commercial, bah, eux aussi ont des corrélations, des profils de rendement risque qui sont différents. Je te dirais par exemple tout ce qui est logistique aussi, c'est un peu différent. Et là, c'est vrai que bon, si on se concentre plus sur l'immobilier résidentiel, eh ben, il y a un gros facteur évidemment qui détermine et qui drive le marché, comme, comme les Britanniques diraient. Eh ben, c'est le mortgage market, hein. C'est donc le marché en fait du prêt en fait. On sait qu'en 2008, ce qui a fait planter en fait le marché de l'immobilier, bah, c'est son sous-jacent, c'est le marché des crédits hypothécaires. Et j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans cette perspective-là où bah,
beaucoup de gens ont pris énormément de leviers ces dernières années pour acheter, parfois des résidences principales, des fois des résidences secondaires. On le sait qu'il y a eu énormément de demandes pendant ces 2 dernières années pour l'immobilier, par exemple, en dehors des villes, particulièrement dans des régions un peu plus isolées, où tu sais que, bon, peut-être la qualité de vie était un peu meilleure alors que tu étais enfermé chez toi. Moi, je l'ai vécu de ma façon. D'ailleurs, on pourra en détailler ça dans la deuxième partie un peu plus en détail, là, mais d'être chez toi, bah, autant être chez toi dans de l'immobilier de qualité, je te dirais, où tu te sens bien. Et c'est vrai que parfois d'avoir de l'air dehors, bah, par rapport à un parking, bon, bah, c'est un peu plus agréable. Alors c'est vrai que c'est un peu le moto qui a fait driver, si tu veux, les prix de l'immobilier, en tout cas dans des régions un peu plus éloignées des centres-villes, à la hausse. On l'a bien vu, cet effet-là, par exemple, moi je parle par exemple de Montréal, ça a été vraiment véritable, hein, puisque moi-même, à l'époque, vous le saviez, c'était mon travail, donc, et je le voyais vraiment qu'il y avait une vraie appréciation des prix, peut-être injustifiée en région. Et tu vois, et je vois le même effet, tu vois, par exemple en France. Et alors, c'est assez rigolo de voir que aujourd'hui, bah, l'immobilier, voilà, vaut cher. Le marché hypothécaire est encore dynamique parce que les taux, là, maintenant, commencent à remonter. Moi, ma crainte, et tu me diras ce que t'en penses, JP, je veux dire, ça, c'est plus mon opinion à moi, là, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme aujourd'hui, les taux commencent à augmenter, on commence à dépasser, tu vois, par exemple, au Canada, j'ai vu plus de 3,5%, par exemple, pour les taux 5 ans fixes. Souvent, c'est la tradition au Canada là, d'avoir un prêt où tu as un taux garanti pour 5 ans, puis ensuite tu renégocies tous les 5 ans. Euh, Aux États-Unis, c'est le fameux 30 ans fixe qui est le plus connu. Et lui, il a dépassé les 5,2%, tu vois, selon la Freddie Mac. Et ben, ce que je trouve assez inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, bah, les banques, elles ont prêté précédemment à des prix très élevés. Donc, c'est-à-dire que leur sécurité, donc leur garantie, elle vaut moins cher. Et il se pourrait que dans les prochains mois, ils disent, bon, bah, parce que on a eu un marché qui a connu une inflation très élevée, et ben, on va demander des mises de fonds plus importantes. On va demander des apports plus conséquents. On va être plus conservateur. Peut-être qu'on va demander plus au niveau des assurances prêts. Et ce qui fait que peut-être les gens vont être un peu moins enclins, si tu veux, à acheter à ce prix-là, parce que tu auras moins de conditions de crédit faciles que ce que tu as vu Absolument. passer. Ben, la base de ça, c'est un prêt payé est un prêt rentable pour une banque. Donc, le fait de mettre des critères qui sont plus conservateurs vient effectivement directement être en lien avec la perspective de l'économie et de la finance plus globalement qui se produit. Les banques, avec la hausse des taux, vont pouvoir, encore une fois, niveler un petit peu la performance qui peut être en dents de scie, qui peut se produire dans une période de crise économique. On s'entend, la majorité des industries, plusieurs titres listés en mangent dans cette période-là, mais les banques, en général, on voit une tangente où les taux directeurs vont augmenter, où les taux d'intérêt vont augmenter et qu'ils peuvent, encore une fois, aller faire plus d'argent au niveau de leur financement et ça vient contrebalancer des pertes dans d'autres types de business qu'ils font. Donc, effectivement, je pense que le conservatisme ou les critères beaucoup plus stricts vont être une évidence et c'est également cohérent avec ce qu'on observe présentement. Tu l'as très bien dit. Le fait de se faire un levier épouvantable, le fait de corréler des propriétés principales ou du financement hypothécaire sur une propriété dans le but d'acheter quelque chose d'autre, même une propriété secondaire, ça a été épeurant également parce que c'était absolument fou en termes de croissance. Il y avait encore un peu la même logique qu'on voyait dans The Big Short où tout le monde pouvait aller se rencontrer à Vegas et dire oui, ça monte, ça monte, ça monte. C'était un petit peu la même logique qui se passait depuis 2 ans. Il y a eu également, ça c'est un autre point qu'il faut noter, mais il y a eu énormément également de personnes qui sont revenues dans l'industrie, des courtiers immobiliers et tout. C'est également quelque chose un ralentissement vient avoir un impact à leur niveau. Et ce qui m'inquiète beaucoup, mais c'est le crédit variable. C'est le fait, il y a beaucoup de personnes autour de moi, il y a beaucoup de personnes également que je connais de manière plus distante qui sont avec du crédit variable dans les 2 dernières années parce que ça reste toujours sur papier mieux que de fixer son taux, comme tu l'as dit au Canada, sur 5 ans. Mais présentement, ces taux-là, ça a monté vite, là. Puis le fait d'avoir l'assiduité de dire, OK, ben j'ai déjà augmenté, mon taux variable a augmenté d'1%, si on prend juste le fait que ça a augmenté au niveau du taux directeur canadien, au même rythme que le taux directeur canadien, pardon, ben on se retrouve avec un taux qui n'est plus tant intéressant que ça. Et si ces personnes-là sont assidues et le font rapidement, ben le fixer, ils vont le fixer, comme tu l'as dit, Gab, des taux qui sont relativement déraisonnables par rapport à leur budget qu'il y avait à l'époque. Donc, je trouve que le bassin de crédit variable, à mon avis, a augmenté beaucoup plus vite que le bon vieux taux fixe, comme tu l'as dit, le 5 ans fixe classique. Là, autant le sirop d'érable que le 5 ans fixe au Canada est à peu près la même importance. Là, un plus notoire que l'autre, là, mais c'est littéralement ça. Le sirop d'érable?
Le sirop d'érable étant plus notoire, effectivement, à l'international, le 5 ans fixe étant bien connu dans les boisés et les régions québécoises et canadiennes. Mais effectivement, c'est un problème parce que ces taux variables-là vont être fixés ou soit vont être fixés rapidement à des taux qui sont quand même pas super intéressants ou soit vont pas être fixés rapidement parce que les personnes ne sont pas super assidues, par exemple, avec leur gestion de taux, leur conversion de taux, peu importe qu'ils doivent faire quand ça commence à augmenter. Et ils vont se retrouver justement avec des taux qui ne seront pas intéressants ou des paiements un petit peu ridicules. Donc, on dirait qu'il y a vraiment on n'a pas. Ma vision, c'est qu'il y a d'autres causes, mais on n'a pas tant appris de ce qui s'est passé avec la crise immobilière de 2008-2009. Et là, le problème, c'est que c'est peut-être un domino parmi plusieurs autres. Comme on le mentionnait, c'est pas du tout l'élément principal. On peut parler des commodités comme étant déjà un gros problème pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Mais l'immobilier en prend solidement pour leur coût. Et comme je dis, moi, ça m'inquiète quand même drastiquement sur tous les aspects. Il y a rien, à mon avis, du bassin hypothécaire des 2 dernières années qui est réellement super favorable parce qu'il y a plusieurs financements à très faible mise de fonds que la propriété ne vaut même plus ce qu'on l'a acheté si on essaie de la revendre demain matin. Ben, demain matin, peut-être pas parce que c'est pas si pire, mais dans 6 mois, dans un an, ben, on se retrouve avec des propriétés qui ont été payées beaucoup trop cher, qui ne valent plus ça maintenant et qui ont des taux ou du financement qui est très élevé en termes de proportion par rapport au capital qui avait été mis et des taux qui sont absolument ridicules. Donc, c'est un pensée du bien, c'est un point à regarder. Je pense qu'on est rendu à un moment où c'est assez évident que les banques centrales, on l'a déjà répété, ont agi peut-être un peu trop sur le tard, agissent extrêmement rapidement présentement, mais n'ont pas d'impact très concret au niveau du bénéfice. L'inflation, ça n'a pas tant bougé malgré le fait que les taux, le rate hike a été assez imposant. Et je pense qu'on va se retrouver effectivement avec des problèmes économiques. À mon avis, c'est presque une évidence de ce qui s'en vient. Et le pessimisme, entre autres, je crois, Gab, je sais pas si tu l'avais lu, là, mais le CEO, je vais dire Chase, mais je suis pas sûr que c'est Chase là, ou c'est Bank of America, je me souviens plus lequel des deux est sorti justement cette semaine pour faire un état global de sa perspective économique qui était assez pourrie. Là. Donc c'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là de voir que le domino immobilier va encore une fois être affecté. Peu importe que cette fois-ci la crise va venir d'un contexte de surinflation avec des problèmes de commodités, d'approvisionnement et une guerre active en Europe, ça reste que le marché immobilier va encore en prendre pour son coup dans cette éventuelle potentielle crise-là, mais que de plus en plus d'experts semblent effectivement voir à l'horizon. Je voulais faire une blague, mais qui risque d'être de mauvais goût. C'est un peu en ce moment une situation comme si tu jouais... tu jouais à, comment dire, à allumer de la dynamite dans le port de Beyrouth, tu vois. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'effet, comment dire, qui arrive en fait sur les marchés avec politique monétaire, politique, comment dire, au niveau de la géopolitique, pardon, internationale. T'as tous des effets qui font qu'en ce moment, c'est difficile de prédire exactement qu'est-ce qui arrive. En fait, permets-moi de faire un autre comparable, j'allais dire, c'est un peu de rentrer les control rods en boron tout d'un coup dans un réacteur nucléaire. Voilà, exactement. Exactement. Vous nous excuserez des blagues de mauvais goût, vraiment, c'est pas le but, c'est pas d'être En choquant. image, c'est un petit peu ça. C'est un peu... Allons-y en termes astronomiques, c'est un peu le Big Bang qui s'en vient. On est avant le temps, avant l'univers, mais le Big Bang pourrait s'en venir, effectivement, selon ce que plusieurs semblent dire. Un Big Bang qui, en termes de proportionnalité, encore une fois, n'est pas prouvé. On s'entend qu'on n'est pas supposé parler des années 30, la grande crise, je sais pas quoi, là. On n'est pas supposé être là, mais en termes... On se rapproche, hein, je te dirais. C'est clair que cette situation d'inflation, elle va... Comme d'habitude, hein, comme la plupart des crises, elle va surtout impacter en fait les populations les plus précaires. Hein. On le sait que l'inflation, évidemment, c'est une taxe en fait, et cette taxe-là, c'est une espèce de flat tax en fait. Donc, c'est souvent les populations les plus pauvres qui ont des besoins de dépenses, je dirais, des primaires, qui sont en proportion de leur budget qui est le plus élevé. Donc, c'est ça qui m'inquiète, je te dirais. À titre personnel, je dirais, à titre social, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes de risque économique, on est qu'au début de nos surprises. On l'a parlé d'ailleurs maintes et maintes fois durant la vie du podcast. Je veux dire, là, on a du matériel depuis 2 ans et on sait, on a été assez critique sur Powell, comme tu l'as dit, mais aussi de la BCE, etc. Enfin, des autres politiques monétaires qui ont été faites. Même la politique de la Banque du Canada, hein, tu le sais que d'ailleurs ils ont fait en proportion de leurs actifs qu'ils avaient dans leur balance sheet, ils ont augmenté de 6 fois avec le quantitative easing, alors que les Américains ils ont juste doublé.
Donc c'est vrai que c'est un peu ça qui est critiquable. Certains ont dit que bon, le quantitative easing a eu donc l'assouplissement quantitatif a eu ses gains, son intérêt. Il a quand même coûté, comment dire, très cher en termes d'inflation. Aujourd'hui, on le voit avec les chiffres économiques. Moi, je vous inviterais, chers auditeurs, si vous voulez continuer en fait la réflexion justement sur ce sujet passionnant, plus spécifiquement sur l'inflation immobilière, peut-être la prochaine déflation immobilière à cause des hausses de taux. Il y a une banque canadienne qui s'appelle Desjardins qui avait publié un rapport, d'ailleurs une série de rapports qui est très intéressante. Je vous invite à les lire parce que en plus c'est très cool, ils sont libres d'accès et gratuits là, et je trouve que leur analyse est souvent de très bonne qualité. Donc moi personnellement je suis abonné à leur newsletter pour les analyses économiques parce que je trouve qu'ils sont de grande qualité. Et eux prédisaient, tu vois, et ça s'est avéré assez vrai en fait, même si bon je trouve que c'est ex post là, mais il prévoyait un recul, par exemple, au Canada, là, pour le coup, on va parler de ce qu'on connaît, là, d'un recul de 12% du prix médian des maisons depuis le pic, en fait, sur l'année 2022. Donc, ce qui est quand même assez important. D'ailleurs, on voit le volume de vente a baissé de, je crois, un peu plus de 10% dans l'ensemble du Québec, pour le coup, selon les chiffres que j'avais eus. Je crois que c'était l'Association des courtiers immobiliers du Québec. Donc, c'est quand même une tendance qui est à noter. Est-ce que c'est dû à une offre moins présente? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est plus des chiffres de demande, étant donné qu'il y a eu Absolument. tellement une inflation du nombre de dossiers. Enfin, tu vois, moi, je le voyais dans ma réalité à l'époque de pauvre conseiller financier, mais je le voyais, tu vois, énormément de dossiers, énormément de demandes de gens peut-être qui étaient un peu précaires en termes de demande. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui a drivé à la hausse, si tu veux, les prix, les taux, etc. Et on voit que d'ailleurs, il y a eu énormément de demandes. Et la question, je trouve que c'est très intéressant l'axe que tu as abordé, JP. La question est de savoir dans 5 ans, ça va être quoi le tableau? Puisqu'on est sur un axe d'analyse de 5 ans, autant regarder sur une projection 5 ans. Est-ce que ces gens-là vont continuer à acheter? Est-ce qu'ils vont revendre? Malheureusement, on n'a pas encore les réponses évidemment pour pouvoir le dire. Et je pense que la même grille d'analyse d'ailleurs du 5 ans, qui somme toute c'est un bon intervalle en fait entre du court, moyen, long terme, et ben, elle peut être appliquée par exemple aux États-Unis. On sait que le marché de l'immobilier en ce moment est quand même soumis à pareil une pression à la baisse, alors que la plupart des autres choses de la vie augmentent de manière significative. On le sait, les derniers chiffres de l'inflation sont tombés, je crois, dans la zone euro, c'est à peu près 8,2%, si je ne m'abuse, dans la zone euro, selon Eurostat. Et où tu vois, nous au Canada, on est à 6,5%. Et c'est pour ça que, bon, il y a quelque chose à aller regarder, évidemment, et qu'on va surveiller avec vous, chers auditeurs. En tout cas, moi, nous, vous le savez, on aime bien ce genre de sujet, donc je pense Ouais, que... exact. Puis ça, c'était rempli, encore une fois, un segment soulevant un questionnement important. Rempli, encore une fois, c'était pas un place au débat, mais presque. C'était dans vos poches, instant économie, un peu place au débat, tout mélangé ensemble. Mais ça fait juste rappeler qu'une démarche immobilière, peu importe c'est quoi, un achat ou une vente, implique énormément de questionnements à la base, mais encore plus maintenant. Donc assurez-vous de vraiment avoir toutes les cartes dans vos mains avant de prendre n'importe quelle décision. Je pense que c'est la clé. Et comme tu l'as dit, Gab, la quantité de ressources sur ce sujet-là ne sont pas en faible nombre présentement. Là, donc profitez bien du matériel, autant professionnel que des articles, etc. Donc passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, tu as fait un point, un petit lien, effectivement, là, très subtil dans le premier segment. On l'a mentionné Exact. avec quelques spoilers dans l'introduction également, là, mais on veut parler de Elon Musk et de sa politique là, liée au travail à distance, au travail hybride, peu importe comment on le mentionne. Mais justement, sa sortie publique là, cette semaine. Ben, public. C'était pas public, là, c'était un courriel à l'interne qui a été diffusé avec raison par les employés qui étaient peut-être insatisfaits, là, qui ont publié ça, entre autres sur Twitter, si je ne me trompe pas, qui mentionnait là, que les employés devaient retourner en présentiel pour au moins 40 heures par semaine et que si quelqu'un décidait de continuer à faire du télétravail, ben c'était comme s'il quittait, c'était comme si, comme il a dit, we're gonna consider that you've resigned de la compagnie. Et donc, c'est le fait d'imposer, tu peux faire du télétravail si tu fais plus de 40 heures, mais 40 heures, c'est du temps plein là, pour la majorité des business. Là, donc, c'est littéralement revient au bureau. Sinon, on considère que tu ne travailles plus pour nous.
Donc, encore une fois, la blague est mauvaise, mais le jeu de mots fait partie de mon identité en termes d'humour. Là, mais je voulais faire la mention quand même que Musk aime autant les véhicules hybrides que le travail hybride. Donc, en tant que producteur de véhicules électriques, le hybride n'est pas dans sa cote autant en termes de travail que de véhicules. Et on le voit assez bien présentement. Je l'ai mentionné et je tiens à le préciser, là, Elon Musk est polarisant. Il peut être apprécié pour certaines choses et loin d'être apprécié pour certaines autres choses. Je pense que sa position mérite d'être décortiquée, mais ma vision n'est peut-être pas dans le même axe que la sienne. Et je pense qu'effectivement, là, plusieurs analyses étaient assez défavorables. Là, je pense, Gab, on va se forcer de faire les deux côtés de la médaille. Là. Je vais peut-être entamer avec d'où est-ce que Elon Musk base sa réflexion et son courriel, et peut-être que tu pourrais avoir l'approche plus de pourquoi est-ce que c'est Ben, peut-être c'est un ça qui modèle est qui assez fait pas de drôle, c'est que sens. ça va être un place au débat, en fait, où je dois t'avouer, moi j'ai une opinion un peu mixte, en fait, entre les deux, même si, bon, ça pense très légèrement d'un côté, mais on va être très nuancé, mais bon, si tu veux, tu peux commencer, là, il n'y a pas de Ben problème. exact, parce que, encore une fois, je vais mettre carte sur table, rien lié à mon opinion là-dessus, puis Gab, tu prends en mieux avec la tienne, là, mais la réflexion de Musk vient vraisemblablement d'une logique de dire, ben, le télétravail était bien. On a commencé une pandémie avec une gestion du travail qui a été soudaine. Il a fallu prendre des actions parce qu'il y avait un virus qui, encore une fois, impliquait beaucoup de problèmes pour le fait de travailler en présentiel. Et la sortie de pandémie se fait de manière beaucoup plus progressive en termes de planification du retour au travail. Et ça vient directement du fait que ben, le taux de chômage est tellement bas et il y a tellement une disparité au niveau de la force des employés ou des candidats par rapport aux employeurs qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions drastiques. Le travail hybride, puis Yab, tu pourras en parler dans ton opinion, mais le travail hybride, c'est très large. C'est travail hybride, on peut mentionner quelqu'un qui, depuis 2 ans et demi, 3 ans, va être en télétravail, mais il fait du hybride officiellement pour une compagnie parce qu'on veut s'assurer qu'il reste dans sa chaise, parce que c'est beaucoup mieux de le garder que de le perdre à la compétition et de devoir combler le poste. Donc je pense que la réflexion de Musk vient un petit peu du contexte qui fait en sorte que ben, plusieurs employés, les employés sont une richesse et peuvent, d'une certaine manière, avoir le gros bout du bâton dans des décisions de ce type-là. Et également avec le fait que, ben, en sortie de pandémie, et en fait, durant la pandémie, c'était pas quelque chose qui était vraiment discuté, mais le fait de mettre en place des systèmes pour monitorer le travail d'employés à distance, je pense que c'est quelque chose que Musk n'apprécie pas. En fait, Musk ciblait surtout ses managers en disant, ben, en tant que senior manager, comment est-ce que vous pouvez être dans une autre ville à travailler à distance alors que le but est que vous gérez votre staff et si le moindrement un de vos employés sur le plancher, vous devriez être en usine et optimiser les choses. Donc, sa réflexion, encore une fois, c'est juste pour mettre carte sur table, je ne partage pas nécessairement son avis là-dessus, est venu clasher avec la vision de l'autre côté de dire, ben, Tesla, en fait, pardon, a besoin d'avoir des talents et ces talents-là veulent du travail flexible, c'est reconnu, je pense qu'il y a c'est la majorité, c'est une forte majorité des Américains, entre autres, qui sont en mesure de faire du télétravail, qui veulent rester en télétravail, ou au moins en hybride très 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 modéré pour le restant de leur vie, s'ils le pouvaient après la pandémie. Donc on a un clash assez évident entre Musk qui est on retourne en arrière et si on veut aller de l'avant, ça prend des boots on the ground, ça prend du monde dans l'usine, à peu importe le niveau, et en fait, surtout pour les ingénieurs et les gestionnaires, si dans les usines, on fait les voitures et les travailleurs sont là, il faut que les cadres les plus haut gradés, les personnes qui font de l'ingénierie doivent y être également. Et de l'autre côté, ben, si on est des talents, si tu nous valorises et si on est dans un contexte de marché qui nous favorise, on veut du hybride. Si on fait pas du hybride chez toi, je peux très bien me revirer de côté et aller faire quelque chose d'autre en tant qu'ingénieur mécanique, électrique, peu importe le nom de la fonction de la majorité de sa base de talent. Donc, c'est le clash actuel. Je voulais juste mettre sur table un peu les points, décortiquer très simplement quel était le débat actuel. Gab, tu peux y aller avec ton opinion, puis je pourrais renchérir avec la mienne, là, que j'ai peut-être déjà teinté étant fan de Musk à un certain point, mais pas nécessairement sur la situation actuelle, je dois le dire. Là, je dois t'avouer, c'est un sujet qui est assez drôle et je trouve ça intéressant que t'aies... D'ailleurs, merci hein, pour l'idée du sujet parce que je dois t'avouer, cette semaine, j'étais un peu moins inspiré, je dois t'avouer. Ça m'arrive, tu le sais, des fois en streak, d'avoir genre, pardon, 10 sujets d'un coup et des fois d'en avoir un peu moins, d'avoir dans le désert de Gobi. Et pour le coup, ça en est un très bon, je dois t'avouer. C'est quelque chose, d'ailleurs, encore une fois, j'ai travaillé il y a quelques semaines justement pour le boulot et je trouve que c'est une tendance qui est assez intéressante à suivre. L'évolution en fait du marché du travail, en tout cas pas forcément du marché du travail, mais comment on conçoit le travail en tant que tel. Bon, tu sais, je vais pas faire de retour évidemment sur le travail est une aliénation, ce genre de côté, le côté
marxien, on va dire, du travail, parce que là, on est plus sur des jobs de bureau, parce que bon, le côté, on va dire, du job manuel, évidemment, t'as pas le choix d'être en présence. Hein. T'es une usine, par exemple, de voitures, tu peux pas imaginer ça sans qu'il y ait des gars c'est con, hein, mais pardon, mais qui vissent par exemple, les pneus ou les jantes, par exemple, à, à- à la voiture, tu vois. Ce genre de choses. T'as pas le choix d'avoir un humain quelque part dans l'intervention. Mais c'est vrai que pour les jobs de bureau, c'est une problématique qui se pose de plus en plus pour d'entreprises parce qu'elles louent évidemment des bureaux qui coûtent une fortune, hein, parce qu'on sait que ça coûte cher, hein, louer des bureaux. Ça dépend. Surtout dans les villes, par exemple, comme dans la Californie, on le sait, à San Francisco, c'était des marchés où il y avait une pression terrible sur les prix de l'immobilier, où ça coûte une fortune. Hein. On sait que les boîtes et la plupart des startups, d'ailleurs, commencent à avoir une fréquentation de plus en plus faible, par exemple, dans le centre-ville de San Francisco. Tu vois, j'écoutais un reportage, malheureusement, j'ai pas la référence, parce que c'était sur Facebook. Je vais devoir me frapper, j'ai pas pris les références, mais c'était très intéressant où tu vois que le centre-ville est complètement abandonné. Il y a des quartiers entiers où avant tu avais des compagnies comme Meta ou des compagnies comme Google, etc. Peut-être pas dans le centre-ville de San Francisco, mais bref, vous m'avez compris, là, des startups du numérique, là, et puis des entreprises de high-tech avaient leurs bureaux. Et ben maintenant c'est un peu vacant. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces bureaux-là. Est-ce qu'on veut que nos employés soient en présence? Est-ce qu'on veut avoir un mode de travail hybride? Comment ça s'organise? Et ben ça dépend en fait. Il y a certaines entreprises qui ont dit bon on continue le remote. Je sais que je crois que c'était en fait dans la plupart des banques c'était le contraire. Tu vois les grandes institutions financières, par exemple JP Morgan, je pense qu'ils ont demandé à ce que tout le monde revienne au bureau. Morgan Stanley c'est la même chose. Certaines banques ont pris le chemin contraire. Elles ont dit bon bah nous on permet le remote. Je crois que c'est le cas de American Express aussi. Ils ont dit que quasiment 2 tiers de leurs employés seront en télétravail désormais. Donc tu vois c'est peut-être des rôles un peu différents. Et pour les entreprises de high-tech, tu vois, c'est assez mitigé. Tu vois, les rôles plus qui sont dans le coding bah, sont plus en remote. D'autres rôles, c'est en mix, etc. On sait que maintenant, tu as de plus en plus de boîtes qui font du 3 jours semaine au bureau, 2 jours à la maison. Et ça a été d'ailleurs critiqué, je crois même chez Apple, tu vois. Il y a eu une pétition qui avait été lancée à Tim Cook qui disait euh, je crois que chez eux, c'était pas très bien foutu, je dois t'avouer. C'était lundi, mercredi, jeudi, vendredi en personne, puis le mardi en remote. Enfin, tu vois, ça faisait pas vraiment de sens, tu vois. Alors, c'est vrai que ça crée des tensions parce que t'as des gens qui ont apprécié en fait ce côté-là remote, de pouvoir être à la maison. C'est vrai que c'est pratique, je te dirais, pour des personnes, par exemple, qui ont un job qui ne nécessite pas en fait d'être en personne. Je le vois vraiment en coding, par exemple, entre nous, que tu sois avec un ou de tes collègues, bah, fondamentalement, tu codes sur un logiciel d'écriture de code. Là. Donc, c'est que tu sois à la distance ou à la maison, ça change pas grand-chose. En revanche, c'est vrai que pour des jobs, on va dire, avec du decision making, excuse-moi, j'ai pas le terme en français là, mais avec de la gestion de projet, ce genre de choses, bah c'est vrai que quand même la question d'être en personne quand même simplifie énormément les choses. Hein. Tu vois, là je te parle de ma propre expérience, et puis là c'est là où j'ai pu ramener mon opinion. Euh, je dois t'avouer, j'ai eu beaucoup de mal moi personnellement avec le travail à distance. Tu vois, j'ai eu les cours à distance, vous le savez, j'étais étudiant l'année passée, enfin je le suis toujours, j'écris mon mémoire. Euh, Pas mon mémoire à moi, mes mémoires à moi, mais vous m'avez compris là, mon projet évidemment de mémoire. Biographie 2023. Ça se trouve à Gabriel, les mémoires de Gabriel bientôt chez votre libraire préféré. Je ne pense pas. Je pense même pas que ça risque d'être publié ce que j'écris actuellement. Ou en tout cas, j'en serais très surpris. Mais bon. Euh, pour revenir évidemment sur le sujet, je te dirais, j'ai eu beaucoup de mal personnellement à pouvoir interagir à distance et j'ai bien préféré, en tout cas quand j'étais en cours, être en personne. Au moins tu vois les personnes, tu sais, t'as ce côté humain, si tu veux, qui est évidemment très important. Et je le vois même actuellement dans ce que je fais au travail où je suis en ce moment. J'ai beaucoup de mal, même avec les jours en télétravail, parce que mon employeur, eux, ils sont à 3 jours en, en personne, 2 jours en remote. Et j'ai l'impression que les jours en remote, j'ai beaucoup plus de mal, tu vois, à m'y mettre. Je me distrais très facilement parce que je sais que j'ai tous mes objets informatiques à côté. Tu vois,
j'ai mon PC de travail, mais j'ai mon Mac à côté c'est con, mais regarder des vidéos, et puis tu te laisses distraire très rapidement. Ce genre de choses. Tu as ma console, bon, évidemment, je le fais pas, mais bon, tu peux te laisser distraire beaucoup plus facilement en remote, je trouve. Mais tu vois, c'est très personnel et c'est là où je pense que les boîtes, elles doivent être flexibles, elles doivent être inventives pour le coup, pour retenir leurs talents, si on peut utiliser ce terme-là, là, mais pour utiliser en fait, faire en sorte que leurs employés y restent parce qu'on sait que aujourd'hui la main-d'œuvre c'est compliqué. Le marché d'ailleurs des HR est très compliqué parce que les gens quittent très rapidement. On le sait que aujourd'hui c'est très difficile de garder de la main-d'œuvre très longtemps, là. Ouais, mais aux États-Unis, en fait, tu me passes la balle au rebond. On appelle ça présentement The Great Resignation, ce qui se passe actuellement, là. C'est une évidence, puis j'en parlais depuis plusieurs mois déjà avec un de mes bons amis, qu'on avait une vision sur le fait que c'est le moment où les départements des ressources humaines ont le plus gros impact sur la manière dont le travail fonctionne, parce que il faut qu'il y ait des steps qui soient pris, puis tu l'as dit, avant la pandémie, c'était simple, c'était one size fit all, comme on dit en anglais. C'était peu importe, ben, tu te pointes au bureau 5 jours semaine ou plus, dépendamment de l'emploi qu'on fait. Tu as un horaire variable, temps plein, peu importe. C'est sur papier, tu te présentes sur place. Et on n'avait pas de cette réflexion-là de dire est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus productives chez elles qu'à domicile qu'au travail, les contraintes familiales, etc. Donc la fameuse relation, tu sais, on en parlait déjà à l'époque, le travail-famille était déjà quelque chose de pertinent avant même la pandémie, mais je veux dire, on était au travail, puis la famille, mais on essayait de trouver une manière de se déconnecter le samedi dimanche, puis c'était tout. Mais c'est un peu la même logique, il y a tellement de complexités qui ont été amenées par la pandémie que ben, les RH ont énormément d'impact. Puis le problème que justement ce clash économique-là, le taux de chômage qui est hyper bas, la Great Resignation et la capacité des talents de pouvoir bouger super rapidement s'il y a une virgule dans leurs conditions qui sont changées, si même on en parle à peine, mais je veux dire, le taux d'inflation également devient un benchmark pour les augmentations salariales de certaines personnes. Et s'ils n'obtiennent pas quelque chose de ce type-là, ils sont aussi du genre à juste se revirer de côté. Donc cette simplicité-là de mouvement, cette capacité de justement être désatisfait, comme on peut le voir entre autres beaucoup aux États-Unis, eh bien, ça cause un problème où les RH ne peuvent pas prendre position. C'est ce qu'on aurait eu besoin, c'est un contexte favorable post-pandémie. Puis encore une fois, je dis toujours post-pandémie avec des astérix parce qu'on se le souhaite, là, ça va bien, là, mais on se le souhaite tous qu'on va pas avoir un autre tour rendu à l'automne. Mais c'est quelque chose qui m'inquiète parce que les RH avaient vraiment un gros rôle à jouer. Si c'était plus tranquille, s'ils étaient dans une position beaucoup plus stable en termes de justement cette relation-là avec les employés ou avec les candidats, ça aurait été plus favorable de mettre en place un format hybride qui aurait été adéquat pour tous, qui aurait été flexible pour certains, qui aurait été plus fixe pour d'autres, et qui surtout aurait été un petit peu plus uniforme d'une industrie à l'autre. T'en parlais, les banques ne font même pas la même chose l'une envers l'autre, par exemple aux États-Unis, et puis les techs ne font pas la même chose non plus. Tu as Twitter qui disait vous pouvez à vie travailler à distance, puis là tu as peut-être un changement de gestion avec Musk qui pourrait arriver, qui soudainement on s'entend que s'il applique la même mentalité qu'il a chez Tesla, ben ça change la donne complètement chez Twitter aussi. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu, tout ce qui se passe en ce moment avec l'économie c'est pas un terme très français là, mais ça va délayer, ça va reporter l'application d'un plan clair, net et précis à travers toutes les industries qui va vraiment être main dans la main un petit peu. C'est un peu la beauté, c'est peut-être moi qui rêve en couleur, là, mais c'est de voir un peu tous les RH en termes d'industrie s'aligner sur quelque chose qui fait du sens, sur un plan qui est cohérent, puis de justement retrouver le modèle qu'on avait à l'époque. À l'époque, on était, tu sais, chaque industrie globalement, là, avec des similitudes, là, c'était du temps plein, 5 jours au bureau. Ben, est-ce qu'on est capable d'avoir un peu retourné à un format qui est un peu plus générique pour tous, pour justement éviter d'avoir de la personnalisation hyper simple peut-être d'un employé à l'autre? C'est peut-être ça que j'aimerais, avec de l'hybride comme base de tout. Tu sais, le fait de justement Musk, c'est là où mon opinion se transmet. On ne peut pas revenir en arrière avec ce qu'on a vu présentement. L'hybride fait partie du futur, c'est certain. Maintenant, comment est-ce qu'on l'applique? Comment est-ce qu'on le rend le plus possible, encore une fois, pour tous et accessible à tous, en termes de personnes qui le peuvent? Je pense que c'est un requis assez essentiel. Sinon, je ne vois pas le moment où cette espèce de Great Resignation-là, cette capacité-là de toujours se désatisfaire en se comparant, là, la fameuse logique de l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est amplifié quand les conditions et le schéma de travail n'est pas le même au sein d'une même industrie et entre industries pour des talents similaires. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Et comme je dis, je le mentionnais il y a un an, je l'ai répété, puis j'en reparle souvent avec ce même ami-là.
j'ai vraiment beaucoup espoir dans mes collègues qui ont fait RH lorsqu'on était en école de business. Ils ont un énorme rôle à faire présentement. Les RH à l'époque, c'était un modèle qui fonctionnait depuis des décennies, puis on fait juste appliquer le modèle. Je pense que maintenant, le modèle doit avoir une réforme et je vais souhaiter que nous-mêmes, personnes qui ont fait la finance et qui travaillent en finance et nos amis qui ont fait économie et qui travaillent en économie puissent peut-être contribuer à créer un contexte plus stable, à créer peut-être une récession qui n'aura pas lieu ou plus marde qu'on le souhaite, pour justement que les RH enfin aient un terrain de jeu qui puisse permettre de mettre en place un plan et un schéma qui soit adéquat pour tous et qui soit, encore une fois, selon moi, en fonction du travail hybride. Donc Musk, intéressant. Maintenant, l'application, j'ai hâte de voir là, que ça va donner. Mais à mon avis, c'est complètement. Certains disaient que c'était archaïque, et c'est un petit peu ça. C'est d'oublier 2 années et encore une fois de se baser sur, à mon avis, des stats de productivité et tout, qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Ça nous prend de l'information sur ce type-là pour faire des jugements comme ce que Musk semble montrer, de dire ben, le monde qui sont en télétravail, grosso modo, sa simplicité, c'est quand tu es en télétravail, tu ne fous rien. Désolé pour le terme, mais c'est un petit peu ça qu'il semblait dire. Bah, Alors que... en fait, ça dépend. C'est ça qui est dur en fait avec le télétravail, c'est que tu as des rapports. Tu vois, je lisais pour revenir là-dessus, là, puis je te laisse reprendre, là, mais tu as des rapports qui disaient, en tout cas chez McKinsey par exemple, l'Empire du Mal. D'ailleurs, je voulais la faire celle-ci, tu vois. Mais McKinsey qui dit le fameux bon. grand contributeur fiscal français. Voilà, ceux qui payent pas d'impôts, c'est Allegedly. supposément, on n'a rien, on n'a pas de preuves, hein, c'est ce que j'ai lu d'après la presse, voilà. Et ben oui, ils te disent que effectivement le travail à distance est pas bon, comment dire, pour la productivité, pour l'entraide entre équipes, etc. Et t'as d'autres trucs où tu vois qu'en fait t'as des fois des gens qui sont plus efficaces en télétravail. En fait c'est très personnel, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que justement je trouvais ça drôle dans un place au débat. En tout cas je trouvais ça approprié justement un place au débat. C'est que c'est difficile, ça dépend énormément de l'industrie, ça dépend du type de job. Bah, tu vois, il y a des jobs, c'est clair que je vois plus les revoir au bureau, hein. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que tu as énormément d'entreprises qui ont dépensé mais des fortunes à créer, par exemple, des call centers et qui aujourd'hui, enfin, plus personne ne pense à faire un call center en physique. Tu vois, c'est un non-sens aujourd'hui. Tu vois, tu fous juste un bon micro à la personne, un casque d'écoute devant son PC. Et voilà, il est prêt à travailler, tu veux, un PC, voilà, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de louer des locaux pour ça. Et t'as des jobs qui pourtant, c'est le contraire, tu vois. Moi, tu vois, dans moi, ce que je suis, puis je sais que JP, c'est ton cas aussi, mais où ils aiment qu'on soit en personne parce que aussi, il y a un côté travail d'équipe, si tu veux, qui est un peu plus important. Enfin, moi, personnellement, tu vois, ça dépend, tu vois, est-ce que tu collabores activement avec d'autres collaborateurs sur tel ou tel projet. Et c'est vrai que ça... Moi, je le vois, c'est quand même plus facile, tu vois, quand t'es avec quelqu'un, c'est con, hein, mais pardon pour le langage grossier, mais tu te retournes et tu dis, ah ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Parfait, tu vois. Bon, après, des fois, t'as des collègues aussi qui sont avec leur casque, enfin, t'as l'impression qu'ils sont chez eux, qu'ils se sont habitués à avoir leur casque et leur Spotify toute la journée. Enfin, tu vois, ça dépend, en fait, de chaque ambiance de travail. Moi, je te dirais, c'est un peu comme les vêtements quand tu vas au travail. Tu regardes la première... Tu te surhabilles la première journée, puis tu t'adaptes en fonction des autres après, les jours d'après. Tu vois, c'est un peu comme ça aussi je le vois dans mon schéma de pensée, en tout cas. Effectivement. Mais tu sais, je pense que c'était pour conclure un peu le sujet. Là, moi, ce que j'aimerais, là, c'est ça. J'aimerais voir des études scientifiques et prouver sur quel a été l'impact dans les deux dernières années, pardon, du télétravail et ou travail hybride. J'aimerais également un contexte qui soit un petit peu moins polarisant en termes de taux de chômage et de relations, encore une fois, candidat versus compagnie, pour justement qu'on puisse mettre en place quelque chose et avoir les bonnes réflexions. Tu sais, je pense, et puis on peut en parler en termes économiques, on peut en parler en termes sociaux, mais la sortie de pandémie, on est un peu en mode complaisance. Tu sais, on sort de pandémie, on sent on peut enfin revivre après 2 ans, rattraper un peu de temps perdu, mais on réalise pas que les décisions qu'on prend maintenant, si on revient à la logique des compagnies, ont des impacts sur l'atteinte des cibles et la croissance et le fait d'avoir des compagnies qui continuent à être innovantes. Si on fait juste se complaire à accepter le fait que, des compagnies font du hybride, des compagnies font du télétravail à 100%, des compagnies sont sur place, il faut qu'on réfléchisse dans le big picture et dire, maintenant, si on revient dans une certaine normale,
ben, faut reprendre notre vision de dire, ben, les compagnies doivent être innovantes, surtout les compagnies listées. Donc, je sais pas. Dans ma tête, il y a une grosse réflexion à avoir. Les RH ont un gros impact. Musk, encore une fois, amène un volet intéressant en mettant ça, encore une fois, de manière privée, mais comme on l'a dit, c'est sorti public. Je pense que ça amène quand même En fait, moi, ça m'a surtout ouvert les yeux sur il y a un clash évident avec trois positions, télétravail à 100%, hybride et retour en présentiel à 100%. Et il y a des personnes de tout niveau, de toute expertise, de tout même échelon. Là. Si Musk se voit comme étant un être d'une exceptionnalité absolument hors norme là, à certains moments, malheureusement. Mais je pense qu'il y a cette logique-là là, qui est importante à voir. Tout le monde n'est pas aligné dans la société, mais on n'en parle pas assez du fait qu'il y a clairement un plan qui doit être mis en place, clairement des réflexions qui doivent se faire parce qu'on n'est pas tous alignés sur la même chose. Et je pense que ça montre juste un rappel à l'ordre de il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pas nous, Gab et moi, en cette magnifique soirée, mais davantage là, les départements compétents et surtout les fameux départements RH qui ont la clé du secret. Là, Ouais, puis les chefs d'équipe aussi, hein, les chefs d'équipe, parce que c'est vrai que, encore une fois, je me répète, tu m'excuses, mais ça dépend de chaque travail, ça dépend de chaque... Il faut avoir, en fait, une vision, il faut être flexible, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué aussi pas mal les employeurs, et après, je laisserai ouais, mais en le fait, c'est du bottom-up que ça prend, justement. C'est du inside d'en bas qui remonte vers le haut. Les décisions se prennent à la même place, c'est toujours la même chose. Ça n'est pas vraiment rénové. Ce qui est Mais difficile, plutôt qu'il y ait c'est... du top-down, il faut avoir un petit peu plus de bottom-up, comme tu qui- l'as dit, de l'expérience des employés, des managers vers le haut. Tu sais. Ce qui est difficile, c'est que c'est comme c'est très clivant, encore une fois, tu vois, j'ai eu des échos, tu vois, j'en parlais même, justement, je te l'ai dit dans le cadre de mon travail, là, mais t'as des gens qui ont apprécié le télétravail et t'as des gens qui ont détesté. Et c'est très clivant, et ce qui fait que malheureusement, t'as pas le choix de se baser sur la majorité et puis d'appliquer cette règle à tout le monde, si tu veux. Et tu vois, c'est bête. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui, mais ton emploi, il te permet d'aller, par exemple, même si tu es en télétravail, tu as le droit d'aller au bureau, ce qui est notre cas, par exemple, là où je travaille. Oui, mais tu personne sur place, donc ça a plus d'intérêt, si tu veux, d'aller sur place. Donc c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Malheureusement, c'est la règle de la majorité. C'est un peu ce côté un peu politique, en fait, qui revient. C'est la règle de la majorité, mais le problème, c'est que c'est peut-être pas la meilleure aussi solution pour l'organisation, etc. Et je pense que ça doit être, tu l'as bien dit, JP, réfléchi, en fait, de longue haleine, etc. Et je pense que, pour le coup, ce débat a prouvé qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas de solution magique, en fait, à ce problème-là. Exact. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de, comme on l'a dit, de points à déchiffrer, là, d'options à bien calculer et à regarder, mais des approches intéressantes, faut en parler plus. Je pense que le but est encore une fois de montrer un petit peu notre avis, mais surtout de mettre un petit peu de lumière sur ce que Musk a amené, qui, encore une fois, on n'était pas vraiment aligné forcément avec ce qu'on veut. Mais bon, encore une fois, ayez votre opinion, mais surtout, je pense que ce qui est intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tôt que tard, justement là, d'un espèce de volet ou d'une transition dans certaines industries, je pense que ça peut être intéressant d'en reparler à l'avenir. Mais d'ici là, je crois que c'est déjà la fin pour ce magnifique podcast de cette semaine, le 101e, Oui. comme tu l'as dit, donc on ne va pas vous compter ça jusqu'au 200e. Mais tout de même, donc avant de rendre l'antenne, comme tu l'as dit si bien à l'habitude, Gab, je te laisse faire ta contribution finale pour mettre la cerise sur... Pour la 101e fois aussi, hein, pour le coup. Même si J'ai je crois que... j'ai goût d'aller écouter les 101 Dalmatiens à la sortie de l'épisode, c'est triste là. Mais je crois que si je ne m'abuse... je crois que, si je compte, je crois que 3 fois tu as fait la conclusion. Donc normalement, en tout cas, on devrait être bientôt à ma 100e conclusion de podcast. Mais n'oubliez pas, évidemment, si l'épisode vous a plu, à le partager à vos amis, à vos proches, amis, famille, etc. À mettre un petit like sur la vidéo YouTube. C'est la meilleure façon aussi de nous répertorier, les commentaires, vous le savez. Meilleure façon aussi de nous contacter. Sinon, vous avez l'adresse email qui est dans la description de chaque épisode. Là, je m'assure de la mettre. Donc, si jamais vous voulez nous envoyer vos idées, vos suggestions, etc. d'épisodes, c'est avec grand plaisir. Et vous le savez, on les traite tous. Sinon, pour les plateformes audio, vous êtes au courant. Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Je crois que je les ai toutes faites cette fois-ci. D'ailleurs, je suis assez fier. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner sur ces plateformes-là et à nous écouter à chaque semaine. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, et je vous remercie encore pour votre écoute, et je vous souhaite à tous, une bonne fin de semaine, et salut. Bonne semaine, tout le monde. Ciao.